Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité est Jean Ping, il est président de la commission de l'Union africaine. Bonjour monsieur. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. À Libreville, au Gabon, où a lieu le New York Forum de Richard Attias, qui permet donc différents milieux d'affaires et politiques de se rencontrer. Alors on a beaucoup dit que l'Afrique s'éveillait cette année avec un taux de croissance de 4,5%. Est-ce que vous croyez, vous, à une Afrique qui s'éveille, et est-ce qu'on peut parler d'un continent africain qui s'éveille alors qu'il y a une telle disparité finalement entre les différents pays en Afrique? Oui, je crois franchement qu'on peut parler de cela parce que le continent africain, en dépit de sa diversité, en dépit d'un certain nombre de facteurs, est un continent qui représente 1 milliard d'habitants, 1 milliard de consommateurs. On ne peut donc pas ignorer ce continent qui est un important réservoir de matières premières, qui a, j'allais dire, viré sa cutie en essayant de stabiliser le continent, des questions de paix, de sécurité, de démocratie, d'état de droit, de gouvernance, de lutte contre la corruption, ce que nous appelons les valeurs partagées. Des progrès fantastiques ont été accomplis dans ces différents domaines et nous essayons, grâce à l'Union africaine, d'évoluer ensemble en tirant les retardateurs en particulier. Et je crois que les journaux qui en ont parlé, je rappelais ce matin que The Economist avait fait ça, justement sa couverture là-dessus. Et pour vous, c'est une réalité. Il y a des opportunités aujourd'hui d'investissement en Afrique. C'est une réalité. Plus importante. Il y a un phénomène de rupture également par rapport à ce qu'on a pu dire économiquement quand on parlait de l'Afrique auparavant. Oui, parce que, vous savez, on parlait de l'Afrique en ces termes parce que dans ces années-là, il y a un peu plus de 10 ans, l'Afrique entière était à feu et à sang. On était en train d'essayer de devenir des démocraties, de changer de système, d'avoir des élections libres, pluralistes, transparentes, qu'on a continuellement jusqu'à ce jour affinées. Et il est admis tout de même que plus de la moitié des États du continent ont atteint un niveau de démocratie consolidée. Les acquis démocratiques ont été consolidés avec des alternances au pouvoir, avec des systèmes institutionnels stables. Donc des progrès ont été accomplis. Dans le domaine de l'économie, vous avez rappelé le taux de croissance. Le taux de croissance avant la crise au nord était de près de 6%. La crise, le printemps arabe, s'est traduit par une baisse à cause du tourisme, à cause des exploitations pétrolières qui ont chuté. Mais nous allons redémarrer. Et quand on est à 6%, il y a des pays qui sont à 14%. L'Éthiopie est à 2 chiffres, par exemple. L'Éthiopie est à 11%, le Ghana est à 14%. Alors, le Gabon, c'est vrai que vous avez été proche de Omar Bongo pendant des années, ministre des Affaires étrangères de ce pays. Est-ce qu'à votre avis, il y a véritablement une rupture aujourd'hui avec la succession avec Ali Bongo qui a présenté donc ce nouveau projet pour le Gabon? Il souhaite en faire un émergent en 2025. Est-ce que ça vous paraît crédible alors que finalement, pendant 40 ans, il y a eu une rente pétrolière forte et finalement très peu d'investissements dans l'infrastructure? Est-ce que ce n'est pas ambitieux? Trop ambitieux? Bon, je crois qu'on n'est jamais trop ambitieux. Je crois qu'il faut être ambitieux pour pouvoir arriver. Maintenant, je dois dire que le Gabon est un pays qui n'a jamais connu de guerre. Jamais. Donc, oui, mais cette stabilité n'a pas été forcément payante en termes économiques parce que les choix d'investissement n'ont peut-être pas été faits pendant ces 30 dernières années. Oui, bon, mais nous constatons aujourd'hui, avec le nouveau président, qu'il est en train... Il a d'abord rajeuni totalement son équipe, il a transformé les responsables, il a donné des signaux pour lutter contre la corruption, des signaux forts pour lutter contre la corruption. Il a également instauré au sein de son gouvernement une nouvelle méthode. Alors il faut espérer. Je crois qu'il faut espérer que ça marche, ça doit marcher. Vous pensez qu'il y aura des sanctions effectivement mises en place pour qu'il y ait plus de méritocratie, plus de transparence et que cette ambition 2025 qui pourrait remplir ses objectifs justement d'en faire
un pays... C'est le cas dans toute l'Afrique, sauf que vous ne notez pas assez ces progrès. Quand je dis vous, je veux dire les non-africains. Les gens s'imaginent toujours qu'on est dans le Nigeria d'Abacha. C'est radicalement différent. On n'est plus dans le Nigeria d'Abacha. Les élections se font de manière transparente. La lutte contre la corruption est en place. Alors, maintenant, vous dire qu'on va l'éradiquer du jour au lendemain, qui a réussi à l'éradiquer dans le monde? Nulle part. Il faut tout faire pour lutter contre, mais c'est un phénomène qui ne disparaît jamais totalement, nulle part. Alors vous avez encouragé beaucoup les investissements chinois au Gabon en l'occurrence et en Afrique. On critique beaucoup l'intervention et les investissements chinois en Afrique en disant qu'ils recherchent beaucoup à mettre la main finalement sur des concessions minières en échange de la construction de ponts et que finalement c'est la seule chose qui les intéresse vraiment, c'est de mettre la main sur ces ressources africaines sans finalement développer les différents pays. Que pensez-vous de cette critique à l'égard des investissements chinois ? Vous croyez qu'un homme, ici au Gabon, je peux favoriser les Chinois dans toute l'Afrique? Il y a des pays dans lesquels je n'ai jamais mis les pieds. Vous croyez que si les investissements chinois sont importants en Algérie, c'est grâce à moi? C'est une construction de l'esprit. Je n'ai pas dit ça, mais non, ce n'est pas vous. Il y a des gens qui le disent. D'ailleurs, vous savez, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je pense simplement que, et je l'ai dit tout à l'heure... Il y a beaucoup de Chinois ici au New York Forum, c'est pour ça que c'est intéressant tout de même d'en parler. Oui, je crois qu'ils ont été invités. Je crois que la délégation chinoise est sans doute l'une des plus importantes. Elle est venue en force ici pour ce forum. Et je crois que vous avez bien fait de les inviter, sinon ils ne seraient pas là. On les a invités, c'est une bonne chose pour qu'on puisse discuter avec les Chinois d'une manière franche, y compris ce que vous êtes en train de mentionner. Si vous avez suivi le débat tout à l'heure, j'indiquais que les Chinois ont un besoin de nourrir leur croissance économique à 2 chiffres d'un certain nombre de matières premières. Ces matières premières se trouvent en Afrique. N'importe qui, dans la même situation, serait venu les chercher en Afrique. Maintenant, c'est à nous, Africains, de négocier pour que ça se fasse dans des conditions qui soient profitables à nous également. Il y a des progrès à faire, vous pensez, dans ce domaine? Il y a des progrès à faire, mais je voudrais vous rappeler que nous sommes là depuis les indépendances. Ça fait 50 ans. Avec nos partenaires, qu'ont-ils fait? Rien du tout dans ce domaine. Absolument rien. Partenaires, vous voulez dire? Pardon? Quels partenaires? Mais ceux qui sont l'Europe, etc., qui étaient là avant les Chinois. Avant que les Chinois n'arrivent, les Chinois sont arrivés récemment. Et nous avons 50 ans, sans compter un siècle de colonisation. Qu'ont-ils fait? Ils n'ont rien fait de plus que ce que les Chinois essayent de faire. Donc nous devrons négocier nous-mêmes pour améliorer cette situation, avec eux et avec les autres. Alors parlons un peu de la situation politique, vous en parliez au début de cette interview. Il y a une crise malienne majeure aujourd'hui. Le président du Bénin, ici même, a demandé à ce qu'il y ait une intervention militaire dans ce pays. Qu'en pensez-vous? Oui, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un secret. La CEDEAO que nous appuyons nous a demandé de saisir le Conseil de sécurité, ce que nous avons fait. Le Conseil de paix et de sécurité se réunit à New York avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Et l'une des questions qui va être abordée est celle-là. Les troupes que nous cherchons à mobiliser sont prêtes. Il y a un problème d'obtenir l'autorisation, que les moyens soient mis en œuvre. Et si c'est nécessaire, et cela apparaît de plus en plus nécessaire, parce que chez nous, nous privilégions d'abord tous les autres moyens pacifiques pour résoudre des problèmes. Et là, il n'y a plus de solution négociée possible? Si nous n'arrivons pas, nous sommes contraints à utiliser la force. Alors, la question que vous me posez, elle est claire. Nous pensons que l'utilisation de la force a pour objet d'amener le MNLA et Ansar al-Din à la table de négociation. Maintenant, avec qui doivent-ils négocier? Ils doivent négocier avec un gouvernement crédible. C'est pour ça qu'à Bamako, il nous faut un gouvernement crédible. Et nous avons demandé en même temps que les militaires rejoignent leurs casernes, que nous ayons un gouvernement crédible, capable de tenir les engagements qu'ils pourraient prendre avec le MNLA ou Ansar al-Din. Les autres qui sont là, AQMI et d'autres, ne sont pas des Maliens. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur,
qui interfèrent dans les affaires de ces deux-là et qui les poussent à adopter un comportement radical. Eux, ils n'ont qu'à rejoindre leur base. Et gouvernement crédible, vous associez également la junte militaire aux négociations? Non, c'est pour ça que je vous ai dit au début que la junte militaire doit regagner les casernes. D'accord, j'avais bien compris, mais je voulais simplement que vous le précisiez. En fait, que pensez-vous de la proclamation de l'indépendance justement du Nord Mali? Ce n'est pas une question aujourd'hui. Il ne peut pas être question de violer nos principes d'intangibilité des frontières issus de la colonisation. Parce que si nous les violons là, demain ce sera un autre État, etc. Vous savez que les Touaregs ne sont pas qu'au Mali, ils sont ailleurs. Et alors, d'abord c'est quelque chose d'important, mais vous savez aussi que les Touaregs, dans cette zone du nord du Mali, constituent environ maximum 15% de la population. Il y a donc d'autres peuples là-bas, les Songhai, les Peuls, etc., les Arabes, qui ne sont pas en harmonie avec ces requêtes-là qui ont été formulées. Si vous n'obtenez pas l'assentiment du Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce qu'il serait tout de même question d'une intervention militaire, peut-être via d'autres moyens? Je ne vois pas comment le Conseil de sécurité ne va pas nous faire une résolution favorable à notre requête, parce que les questions du Sahel, vous savez que tout le Sahel, jusqu'en Somalie, est une zone de non-droit. Vous avez des terroristes, vous avez des trafiquants de drogue, vous avez des trafiquants d'êtres humains, vous avez des trafiquants en tout genre, des cigarettes et tout ce que vous voulez dans cette partie. Et cette partie est surarmée avec toutes les armes les plus sophistiquées qu'on a pillées des entrepôts libyens qui se trouvent dans cette zone. Donc c'est une zone dangereuse, pas seulement pour la sécurité du Mali, pas seulement pour la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, pas seulement pour la sécurité du continent africain, mais pour la sécurité du monde entier. Merci beaucoup Jean Ping, merci à vous de nous avoir suivis, restez avec nous sur France 24.